Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse, au nom du département formation du Moniteur, de vous accueillir sur ce nouveau webinaire autour donc des techniques de division foncière dans les projets immobiliers. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, les formations du Moniteur, ce sont plus de 5000 stagiaires qui sont formés chaque année. 250 et on doit même en être en 2025 à 300 programmes de formation disponibles et plus de 1000 sessions de formation déroulées chaque année. Notre catalogue 2025 vient de sortir. Je vous invite à le télécharger et à découvrir toute l'offre que nous vous proposons, à la fois en distanciel, en présentiel, mais aussi en blended learning. Et puis, on n'oublie pas dans votre établissement des 4 personnes intéressées. Donc, sur la slide suivante, vous voyez un petit peu la gamme de formations et les thématiques que nous proposons. Donc, bien évidemment, on va tourner autour de tout ce qui est la réglementation et les techniques de construction. Mais nous avons aussi des nouvelles rubriques sur les soft skills dans le BTP, une rubrique dédiée à l'acquisition des compétences interpersonnelles et comportementales dans votre secteur. Et puis, une rubrique numérique et intelligence artificielle qui, par les temps qui courent, mérite d'être étudiée. La rubrique qui va nous intéresser ce matin, c'est la rubrique immobilier et foncier, ce webinaire sur la division foncière au service des opérations immobilières. Vous avez sur la slide suivante la formation que nous proposons sur ce sujet. Et c'est son formateur, Jean-Christophe Lubac, qui nous accompagne ce matin. Il est avocat associé, spécialiste en droit public et immobilier au cabinet Sensei. Et il a la double spécialité, à la fois droit public, droit immobilier, 15 ans d'expérience de formateur auprès des acteurs privés et publics. Et puis, il continue désormais cette activité de formation à nos côtés, avec une compétence de haut niveau en matière technique de division du sol et des immeubles au service des opérations immobilières. Je vais donc lui laisser la parole. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions via le petit module point d'interrogation que vous devez avoir à votre écran et je les lui relayerai en fin d'intervention. Maître Lubac, je vous laisse la parole. Très bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Bonjour à tous, et effectivement, c'est un thème que j'affectionne particulièrement, les divisions foncières, parce que c'est un thème sur lequel je travaille depuis de très nombreuses années. Et c'est aujourd'hui, avec le Moniteur, un partenariat nouveau que je noue, un peu un aboutissement, après avoir publié un livre récemment aux éditions du Moniteur sur les divisions foncières. Eh bien, j'ai choisi de proposer avec le Moniteur qu'il a accepté d'organiser une formation spécifique sur cette notion de division foncière. Première séance de formation qui aura lieu au mois de juin. Et je vous propose aujourd'hui, pendant cette séance d'1 heure, de vous présenter un petit peu les thématiques principales de cette formation en présentiel ou en distanciel qui pourra avoir lieu sur une journée au mois de juin, en vous présentant les notions principales, les choses qui sont les points saillants des questions qui se posent en matière de division. Et puis n'hésitez pas à avoir des questions précises si vous avez des dossiers en ce moment ou des questions qui se posent sur la notion de division foncière. Alors, la première chose à rappeler, je pense que tout le monde le connaît, mais pour que nous puissions avancer de manière pédagogique, c'est de rappeler qu'est-ce que c'est qu'une unité foncière, puisque diviser, c'est diviser du foncier, et diviser du foncier, c'est quoi? C'est diviser des unités foncières. Donc, cette notion d'unité foncière a été rappelée par un arrêt du Conseil d'État, maintenant qui commence un peu à dater, de 2005, qui nous dit que l'unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle et d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. C'est-à-dire que l'unité foncière est rattachée à deux notions, qui est la notion de propriété, qui est propriétaire du sol, et le fait que ce soit un seul tenant, que ce soit contigu pour constituer une unité foncière. Cette notion d'unité foncière, donc, même si ça paraît évident, mais il faut le rappeler, est distincte de la notion de parcelle cadastrale. Un propriétaire peut posséder plusieurs parcelles cadastrales
et si ces parcelles cadastrales sont contiguës, elles forment une seule unité foncière. Donc le cadastre permet d'identifier des parcelles, des numéros de parcelles, mais n'identifie pas l'unité foncière en soi-même. Pour savoir quelle est l'unité foncière, il faut savoir qui est propriétaire des parcelles. Effectivement, le cadastre a d'abord une finalité fiscale. On identifie les parcelles pour asseoir un impôt, mais pas pour identifier les unités foncières. Donc le cadastre, c'est pas l'élément, c'est un élément qui nous aide à identifier les parcelles, mais c'est pas là où on a la notion d'unité foncière au sens de l'urbanisme. L'unité foncière et c'est des deux caractéristiques contiguës, un seul propriétaire. Donc, une fois qu'on a identifié nos unités foncières, bien, on va se poser la question de comment les diviser. Et pour les diviser, eh bien, on a de multiples outils. Je vais essayer de vous les présenter un par un avec les points importants, les difficultés et les astuces qu'on pourrait mettre en œuvre pour les développer. Le premier d'entre eux, qu'on peut rappeler, c'est le permis d'aménager valant lotissement. Je ne parle pas de tous les permis d'aménager. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la notion de permis d'aménager, le code de l'urbanisme prévoit 13 ou 14 catégories de permis d'aménager. On ne va pas les développer ici, nous n'avons qu'une heure pour échanger. Je vais me concentrer sur le permis d'aménager valant lotissement, c'est-à-dire celui qui a pour objet de diviser la propriété en jouissance ou en propriété. Cette définition, elle est rappelée à l'article L442-1 du Code de l'urbanisme. Qu'est-ce que ce nous dit? C'est une division en propriété, en jouissance, destinée à créer des lots à bâtir. C'est-à-dire, le permis d'aménager, c'est la production de terrain à bâtir. Donc, on est en zone U, évidemment, quand on est sur un permis d'aménager. On a pour objectif de diviser pour créer du lot à bâtir. Et cette division, si elle a en généralement lieu en propriété, ce que tout le monde connaît, par des cessions de lots en pleine propriété, elle peut être aussi en jouissance à travers un découpage qui pourrait se faire par des baux. Des baux qui sont en général des baux de droit réel. Si on imagine, par exemple, asseoir sur la division, eh bien, deux baux amphithéotiques de longue durée ou un bail à construire, eh bien, le bail à construire en soi-même est constitutif d'une division en jouissance qui doit être également déclarée. En tout cas, qui est prise en compte dans le cadre du permis d'aménager qui pourrait être déposé. La caractéristique du lotissement, c'est qu'il doit prévoir, pour rentrer dans le cadre du permis d'aménager dans le lotissement, son régime juridique s'applique à partir du moment où il va y avoir des aménagements de voies, espaces et équipements communs à plusieurs lots. C'est un élément essentiel de la définition du permis d'aménager. À partir du moment où on va avoir par exemple un bassin de rétention, la création d'une voirie, la création d'éléments de VRD à l'extérieur du lot à bâtir, eh bien, on va rentrer dans le champ du permis d'aménager. On verra tout à l'heure la distinction qu'on peut avoir avec les déclarations préalables dans un instant. Et il y a un autre régime juridique plus récent qui rentre aussi dans le champ du permis d'aménager et qui est indépendant de la création des voies et d'espaces et d'équipements communs. C'est à partir du moment où la division est située dans un périmètre de site patrimonial remarquable aux abords des monuments historiques ou d'un site classé ou de ses instances de classement. À partir du moment où on est à proximité de ces lieux-là, même si la division n'a pas pour objet de créer des voies et des espaces communs, on rentre dans le champ du permis d'aménager. C'est important à souligner parce que ça veut dire que quelque part, on ne peut plus pratiquer la déclaration préalable de division dans cette hypothèse-là. C'est à regarder puisque même si c'est une exception, eh bien, les monuments historiques, les sites classés, le patrimoine remarquable, il y en a énormément en France. Dès qu'on va être dans des centres-villes, eh bien, on peut être aux abords de ce type de patrimoine ou dans un site classé. Et donc, il faut à ce moment-là faire attention puisque la déclaration préalable ne pourra pas s'appliquer. On rentrera dans le champ du permis d'aménager du fait même de la proximité de cet élément. Une autre particularité du permis d'aménager qu'il ne faut pas oublier et qui se distingue, on le verra tout à l'heure, du permis de construire valant division,
c'est le fait que ce permis d'aménager peut porter sur une unité foncière, sur plusieurs unités foncières contiguës ou sur une partie d'une unité foncière, Donc, on n'est pas obligé de déposer le PA sur la totalité de l'unité foncière qui est existante. C'est un point important puisque finalement, si le propriétaire souhaite céder qu'une partie de son terrain et conserver un reliquat, si le programme immobilier prévoit une première phase avec un permis de construire sur une partie et un aménagement plus tard sur une autre partie, eh bien, le permis d'aménager permet d'exclure et d'avoir un reliquat qui soit hors permis, c'est-à-dire qu'il soit finalement pas soumis au cahier des charges et pas soumis au règlement du lotissement qui pourrait être mis en œuvre dans le permis d'aménager. Nous verrons, si vous venez à la formation, eh bien, on abordera toutes les questions de ce reliquat, comment on traite ce reliquat, comment s'appliquent les règles d'urbanisme sur ce reliquat, s'il reste constructible ou pas, comment on applique la jurisprudence, c'est clair. C'est des points qui seraient abordés dans le cadre d'un programme d'une journée de la formation. Évidemment, on va aborder tout de suite après la question du cahier des charges, mais si on avait eu un peu plus de temps, j'aurais distingué les hypothèses de division en propriété en jouissance. Quand est-ce qu'on a une division en propriété, quand est-ce qu'on a une division en jouissance. Il y a des cas spécifiques avec la copropriété, et notamment lorsqu'il y a des jardins privatifs, où on peut avoir une division en jouissance sans même l'avoir véritablement voulu dès le départ. La jurisprudence est aujourd'hui assez sévère, même si elle est en train un petit peu de changer sur ce point. Et puis, j'aurais pu, si j'avais eu plus de temps, vous présenter toutes les dispositions spécifiques du permis d'aménager permettant d'optimiser sa demande de permis d'aménager, notamment en ayant une différence entre le nombre maximum de lots autorisés par le permis de construire et le nombre de lots projetés au niveau du plan de composition d'ensemble. Cette différence permet d'avoir des macro-lots qui sont après subdivisibles, ce qui vient optimiser le permis d'aménager. Et on aurait eu le temps aussi de vous commenter les dispositions spécifiques relatives à la possibilité de déposer un permis de construire concomitamment au permis d'aménager et de pouvoir commencer à exécuter les travaux du PC, dès que les travaux d'aménagement du lot concernés par le permis sont achevés, ce qui donne aussi cette disposition qui a maintenant une dizaine d'années, permet de valoriser l'intérêt du permis d'aménager lorsqu'il y a un permis de construire qui serait déposé par la suite et qui a une volonté de le déposer en même temps. Donc, un premier outil extrêmement intéressant avec une question toujours difficile, notamment dans les lotissements déjà existants, qui est la question du cahier des charges du lotissement et de l'opposabilité de ces règles. Cette question, certainement, de nombreuses personnes présentes aujourd'hui l'ont vu dans leur carrière professionnelle. On est dans un lotissement existant, on souhaite dans ce lotissement acquérir un lot pour avoir un projet immobilier différent. Ce lotissement existe déjà depuis un certain nombre d'années et va se poser la question de est-ce que le cahier des charges ou les règles d'urbanisme nous sont opposables. Alors, il y a une disposition du Code de l'urbanisme qui paraît très simple, c'est qu'elle nous dit au bout de 10 ans, c'est plus opposable, c'est caduc. Donc, quand on lit le Code de l'urbanisme, on peut se dire que la question est facile, mais elle est en fait beaucoup plus complexe puisque on a deux juges, un juge administratif qui nous dit oui, c'est bien caduc, donc on peut délivrer des autorisations d'urbanisme sous le droit des tiers. Et on a un juge judiciaire qui nous dit sous le droit des tiers, eh bien, le problème est entier puisque le droit des tiers, c'est le contrat et que le contrat continue à s'appliquer, donc il reste opposable entre colotis et donc on peut l'opposer malgré le fait que les 10 ans soient passés. Ce qui est une difficulté certaine avec, je donnerai des exemples si j'avais eu le temps aujourd'hui de jurisprudence et de cas pratiques
mettant en avant ce point très spécifique et souvent ce qui pose une difficulté. En tant qu'opérateur, lorsqu'on est confronté à cette difficulté, on a deux options. C'est la modification finalement du règlement de la règle d'urbanisme ou de la clause du cahier des charges, soit par une disposition assez contraignante qui est à la main de la collectivité territoriale par une mise en concordance avec le PLU, soit ça peut être à la demande des propriétaires, soit aussi par convention avec un accord unanime des colotis, ce qui est aussi quelque chose que j'ai mené en pratique, où j'ai eu des opérateurs qui étaient coincés face à cette règle, et le lotissement était ancien, les gens n'étaient plus très imprégnés dans ce lotissement, et finalement, eh bien, en organisant une convocation de ces colotis, s'ils sont pas trop nombreux et pas trop opposés, on peut arriver à modifier la règle de manière conventionnelle, ce qui permet de déposer le permis de construire avec beaucoup plus de sécurité juridique sur les contestations ultérieures. Sur ce point, sans rentrer dans le détail, mais on peut évoquer deux jurisprudences importantes de 2022 de la Cour de cassation. Une moins intéressante pour les promoteurs et les opérateurs qui viennent nous dire que le délai de prescription de l'action réelle de démolition elle est bien de 30 ans, mais l'action personnelle, qui est une action en dommages et intérêts, est elle de 5 ans. Donc, il y a cette distinction qui a été faite par la Cour de cassation sur les délais de prescription, mais surtout, il y a eu un deuxième arrêt, très intéressant, à mon sens, si on avait plus de temps, on aurait pu voir des exemples d'application concrète de cet arrêt à travers l'analyse de la jurisprudence récente. C'est que la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas obligation de démolition systématique lorsque le cahier des charges de règlement avait été méconnu et qu'on devait analyser au regard de l'atteinte qui est portée par le demandeur, par celui qui est le plaignant, et apprécier s'il n'y a pas un caractère disproportionné à démolir et qu'il n'y aurait pas une réparation pécuniaire à privilégier des dommages et intérêts par rapport à la méconnaissance du cahier des charges. Donc, ce qui veut dire finalement que ça ouvre la voie à la discussion, à la négociation. Parce que lorsqu'on a une méconnaissance d'une règle de cahier des charges, bien, si l'action en démolition est une sanction terrible, lorsqu'on a construit, bien désormais, on a à la fois une voie judiciaire et une voie possible dans la discussion qui peut être un dédommagement en dommages et intérêts pour faire accepter une construction qui viendrait méconnaître un cahier des charges. Donc, vous voyez, si on avait eu plus de temps, comme vous avez dit, dans le cadre d'une formation d'une journée, on aurait pu analyser la jurisprudence pour voir des cas concrets d'application de ces éléments. Si je continue, je crois que les questions seront présentées à la fin du webinaire, s'il y en a. Sinon, n'hésitez pas à prendre la parole si nécessaire. Je voulais ensuite, par rapport au permis d'aménager valeur lotissement, aborder une deuxième technique de division, beaucoup plus simple et qui est un petit peu le pendant du permis d'aménager, c'est la déclaration préalable valant lotissement. Cette déclaration préalable, quand est-ce qu'elle s'applique? Elle s'applique principalement lorsque, excusez-moi, j'ai cliqué. Elle s'applique principalement cette déclaration préalable lorsque on est en présence d'une opération de division, mais qu'il n'y a pas d'aménagement commun à réaliser. C'est-à-dire que la division va porter uniquement sur la division du sol, mais on va avoir simplement besoin de réaliser des extensions, c'est-à-dire finalement des VRD, des éléments, pas d'extension, mais des raccordements, des branchements des raccordements, sur le réseau existant. Dans cette hypothèse-là, eh bien, la déclaration préalable est suffisante pour pouvoir
l'appliquer. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'existe pas de définition spécifique de la déclaration préalable. Le raisonnement, c'est est-ce qu'on est dans le permis d'aménager? Si on n'y est pas, à ce moment-là, on est dans le raisonnement de l'ADP. Ce qui est intéressant dans l'ADP aussi, c'est on aurait pu voir des exemples de DP, et puis il existe la déclaration préalable sur le lot unique. On peut déposer une DP uniquement sur une partie de l'unité foncière, comme le permis de construire. On peut imaginer une DP d'un lot unique qui permet d'appliquer les règles d'urbanisme uniquement sur la partie qui est découpée, ce qui est extrêmement intéressant, ce qui peut être extrêmement intéressant pour des montages spécifiques où on voudrait découper un terrain. Et puis, il y a, on va le voir dans un instant, on va en parler, il y a une autre technique de division que tout le monde connaît certainement, à travers la division primaire, qui est la première division, et qui permet de sortir un lot. La DP a un petit peu la même fonction. On peut s'interroger souvent lorsqu'on est dans une opération d'urbanisme, est-ce que je dépose une DP ou est-ce que je vais sur une division primaire? Et la question n'est pas que le formulaire CERFA ou la technique, il peut y avoir aujourd'hui des conséquences sur l'application des règles d'urbanisme, puisque si j'avais un peu plus de temps, j'aurais pu vous l'exposer de manière pleine et entière. La jurisprudence aujourd'hui distingue très clairement la manière dont on doit instruire les règles d'urbanisme en matière de division primaire, qui s'inscrit sur la totalité de la parcelle existante, puisqu'elle n'est pas divisée au moment du dépôt, tandis que dans la DP, et notamment en cas de lot unique, on applique les règles d'urbanisme uniquement sur le lot découpé et non sur la totalité. Ce qui est une distinction spécifique de la jurisprudence et qui a vraiment un intérêt entre les deux hypothèses. Et puis, on aurait pu voir aussi des dispositions aujourd'hui qui permettent de régulariser le défaut de DP dans le cadre du dépôt de permis de construire. Ce sont des éléments qui auraient pu être exposés si on avait eu un peu plus de temps, mais des questions qui sont véritablement intéressantes à aborder à travers la déclaration préalable de division qui, à travers la notion de le unique ou la distinction de division primaire, peut avoir un véritable intérêt stratégique entre les deux choix. Il existe, ça c'est les principes, le permis d'aménager, la déclaration préalable de division, c'est les principes pour pouvoir permettre des divisions. Il existe à ces principes des exceptions. Comme toujours, il y a toujours des exceptions dans le cadre, on est soumis ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut effectuer la division sans autorisation d'urbanisme. Comment on fait? C'est ce que je viens de vous exposer dans un instant. À ce moment, on le fait par un simple document d'arpentage établi par un géomètre expert qui vient découper sur le cadastre les nouvelles parcelles correspondant à ce qui est souhaité, et on n'a pas besoin d'autorisation d'urbanisme pour pouvoir effectuer ce découpage. Ce document d'arpentage et cette division, elle est fondée sur une disposition du Code de l'urbanisme qui est l'article R442-1 du Code de l'urbanisme qui liste toutes ces divisions. Je les énumère rapidement et je vais en commenter quelques-unes. On a la division primaire que je vais vous exposer, la division effectuée dans le cadre d'une opération de remembrement qui n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme, les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une ZAC, d'une zone d'aménagement concerté, qui sont soumises à aucune autorisation, simplement un document d'arpentage. Les divisions, évidemment, été effectuées dans le cadre d'un permis de construire valant division. On prendra un quart d'heure tout à l'heure pour parler du permis de construire valant division de manière spécifique. Les détachements de terrain supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis. C'est-à-dire, je veux conserver un bâtiment existant et je voudrais vendre mon bout de jardin. À ce moment-là, comme je conserve le bâtiment existant et qu'il n'est pas destiné à être démoli, je peux détacher le terrain qui n'est pas destiné à être démoli. Le rattachement d'une propriété en vue du rattachement à une propriété contiguë, donc là c'est simplement un décalage de l'unité foncière sans création de lot. Évidemment, lorsque l'autorité publique vient exproprier, elle n'a pas besoin d'autorisation d'urbanisme pour créer l'unité foncière qu'elle va acquérir si elle ne fait pas une expropriation portant sur la totalité. De même, dans le cas de droit de délaissement, on n'a pas besoin d'autorisation d'urbanisme
pour, au moment de l'acquisition de la partie qui est délaissée au profit de l'administration. Et également, dans le cas des divisions qui peuvent être effectuées par un pub, où je rappelle que dans un projet urbain partenarial, on peut notamment procéder à une division, payer sa participation au pub par une contribution d'un terrain qui serait remis à l'administration. Et donc, la remise de ce terrain, et c'est une division qui est effectuée, il peut se faire par un simple document d'arpentage sans division. Alors, là, on n'a pas le temps de toutes les présenter. Si on avait une formation d'une journée, j'aurais pu, et c'est ce que je fais, vous présenter des cas très concrets pour chacune de ces exceptions. Comme ça permet d'en débattre, de les voir exposés. Mais ce que je vous propose, c'est d'en commenter les plus importantes, de prendre un instant sur ce qui est vraiment essentiel. Et celle qui me paraît la plus importante, c'est la division primaire. Qu'est-ce que c'est que la division primaire? La division primaire, c'est la division primaire première qui est effectuée qui est la première division. Quand est-ce qu'on applique, quand est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin ou pas de faire une division primaire? Ben, finalement, c'est quand un opérateur va acheter une partie d'unité foncière. C'est-à-dire qu'il n'achète pas la totalité, mais il achète une partie d'unité foncière. Et bien, cette partie qu'il acquiert, elle n'a pas besoin d'autorisation d'urbanisme pour être effectuée. Elle peut être faite par le biais de l'unité foncière. Il suffit, les conditions, c'est que l'opérateur qui va acheter la partie de l'unité foncière, eh bien, dépose un permis de construire correspondant à l'unité foncière projetée, acquise, la partie acquise, pour projeter son projet immobilier. Et à partir du moment où il a obtenu son permis, eh bien, qui ne comporte pas, qui n'est pas un programme de maison individuelle, on peut effectuer une division primaire pour pouvoir procéder à cette première division. Là, il suffit à ce moment-là de déposer un document d'arpentage pour pouvoir réaliser la division primaire, et on peut très bien, l'unité foncière qui est à ce moment-là nouvelle, pour après faire l'objet de subdivision par le biais d'autres divisions, qui peut être un PA, une EDP, un permis de construire valeur division ou tout autre. Je rentrerai, si j'avais eu le temps, dans le descriptif précis de la division primaire, mais elle est intéressante à noter parce qu'elle permet d'économiser, lorsqu'on sait bien l'utiliser, eh bien, une autorisation d'urbanisme, qui est la première autorisation d'urbanisme, qui est parfois déposée à tort à travers la DP. Et il peut y avoir un intérêt stratégique à déposer une division primaire, puisque dans le cas de la division primaire, le permis de construire qui serait projeté serait instruit au regard de la totalité de l'unité foncière et non pas uniquement d'unité foncière nouvellement créée, ce qui peut avoir des conséquences sur les règles de pleine terre, les règles de recul, etc., au niveau de l'instruction des règles d'urbanisme. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces exceptions. Et le droit étant toujours un petit peu complexe, où il y a toujours des exceptions aux exceptions, ces exceptions, elles, ne s'appliquent plus si la déclaration préalable de division est rendue obligatoire par une délibération spécifique de la ville. Effectivement, il existe une disposition, l'article L115-3, qui permet à une ville de prendre une délibération pour rendre la déclaration préalable de division obligatoire, quel que soit le scénario, à partir du moment où il y a une cession foncière. Cette disposition, on l'applique quand? On l'applique en général, on a deux villes, soit les villes où il y a une partie de zone N, de zone agricole importante, où on peut avoir un intérêt pour les élus à imposer dans ces zones l'obligation de déclaration préalable dans ces zones qui ne sont pas des zones U, ou aussi on a des villes où il y a un intérêt patrimonial extrêmement important, et donc il peut y avoir une volonté de contrôler les divisions pour éviter une urbanisation qui viendrait porter atteinte à ce patrimoine. Eh bien, les villes, à ce moment-là, peuvent rendre obligatoire dans les zones U tout type de division
par une déclaration préalable de division pour effectuer un contrôle de celle-ci. Par exemple, c'est le cas, je crois, de la ville d'Angers, qui a pris une délibération spécifique, on la trouve sur son site internet, dans ce sens-là, pour protéger, pour rendre obligatoire les divisions, même dans ce centre-ville. Je crois qu'il y a également la ville, peut-être, je crois, de mémoire de Chartres, qui avait pris une délibération spécifique dans ce sens-là. Donc, si on avait eu plus de temps, je vous aurais présenté la disposition, mais on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui dans un temps restreint. Donc, évidemment, c'est un condensé de cette journée de formation que je donnerai au mois de juin. Une autre technique de division, c'est le permis de construire valant division. Le permis de construire valant division, c'est une disposition maintenant qui existe depuis une quinzaine d'années. C'est une disposition extrêmement intéressante. C'est une disposition qui permet de projeter à la fois la division du sol et le bâti qui est construit. La division du sol et le bâti qui est construit, qui sont les deux éléments réalisés ensemble. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que ce permis de construire valant division, eh bien, il fonctionne notamment lorsqu'on a comme condition minimum 2 immeubles projetés. Il faut avoir plusieurs bâtiments, ce qui veut dire 2 immeubles, et les éléments communs qui sont prévus au permis de construire valant division sont traités finalement comme dans un permis d'aménager, soit par une association syndicale, une AFUL ou une ASN, soit par une remise des terrains auprès de la collectivité équipement commun. Mais là, je rappelle qu'il faut un accord, une convention, c'est-à-dire qu'il faut que les deux parties soient d'accord. On ne peut pas l'imposer à l'autre partie. Il faut que les deux parties acceptent ce transfert dans leur domaine, ou par la gestion aussi de la copropriété, en copropriété, notamment soit horizontale, soit verticale, comme on le verra dans un instant. L'autre particularité, c'est que la division doit être faite avant l'achèvement de l'ensemble des bâtiments autorisés, ce qui veut dire que c'est un scénario qui s'inscrit principalement dans les ventes en VFA, globalement, parce que le principe, c'est que si la division doit être faite avant l'achèvement des bâtiments autorisés, eh bien, ça veut dire qu'on procède à la vente par le biais de la VFA, et une fois que cette vente a été effectuée, on édifie les constructions et on vient avoir l'achèvement qui arrive à terme. C'est l'hypothèse première du permis de construire valant division pour les programmes immobiliers. Alors, il y a des tas de questions qui se posent, qui sont assez passionnantes sur le permis de construire valant division, en tout cas pour les juristes. Il y a des choses très simples, des choses plus compliquées. Dans les choses très simples, il y a la question souvent qui se pose de la pluralité de pétitionnaires. On peut avoir des programmes immobiliers, souvent en permis de construire valant division, où il y a plusieurs pétitionnaires, un par bâtiment. Donc souvent, il y a des questions juridiques qui peuvent se poser sur comment on gère ces relations entre ces pétitionnaires. Est-ce qu'on imagine une convention entre eux pour pouvoir régir les rapports entre les pétitionnaires, ce qui est tout à fait possible. Et donc là, souvent, il faut le conseil d'un notaire ou d'un avocat pour rédiger ces éléments-là. On peut avoir la question de la maison individuelle. Comment on projette les maisons individuelles avec le permis de construire valant division? Pourquoi la maison individuelle? Parce que la maison individuelle n'est pas toujours vendue en VFA. Elle peut être vendue aussi en CCMI, en contrat de construction de maison individuelle, ce qui change la maîtrise d'ouvrage et donc pose des problèmes particulier pour la gestion du permis de construire valant division, avec une doctrine administrative qui est plutôt opposée et une jurisprudence qui n'est pas aujourd'hui très claire sur le sujet. On a un arrêt de la Cour de cassation qui n'est pas très vieux, qui a finalement admis la notion de plusieurs maîtrises d'ouvrage possibles, ce qui me paraît extrêmement discutable. C'est un arrêt à prendre avec des pincettes, à commenter. Il faudrait avoir 20 minutes pour expliquer cet arrêt et le préciser. Là, on ne pourra pas, mais c'est un arrêt extrêmement intéressant. Et puis, on a la question souvent qui se pose, est-ce qu'on peut faire un transfert partiel du permis de construire valant division, ce qui est une vraie question juridique, pas évidente, on ne répond pas de manière blanc ou noir comme ça. La bonne pratique, c'est quand même d'aller plutôt sur une pluralité de pétitionnaires et de garder
un permis de construire valant division unique pour ne pas casser le caractère divisible de ce permis, mais de plus en plus, la jurisprudence semble admettre que si les immeubles sont divisibles, si le programme est divisible et qu'on garde la maîtrise des équipements communs, le transfert partiel pourrait être éventuellement possible. C'est à prendre avec beaucoup de pincettes. En tout cas, c'est un vrai débat à avoir qu'on ne pourra pas avoir aujourd'hui parce que les choses le temps nous est trop compté, mais qui est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, il y a une autre question qui est importante, qui est aussi intéressante, c'est la question des règles d'instruction. Pourquoi choisir le permis de construire valant division? Eh bien, parce qu'on peut arriver à gagner notamment en densité, en droit à construire, parce que les règles d'instruction, elles vont soit s'inscrire sur l'ensemble du projet, soit lot par lot, selon ce que va nous indiquer le PLU, le plan local d'urbanisme. Et donc, si le PLU nous permet une instruction sur l'ensemble du projet, eh bien, on va pouvoir à ce moment-là bénéficier à l'intérieur du permis de construire valant division des dispositions de l'article 8 du PLU, qui sont des dispositions permettant d'implanter plusieurs constructions sur une même unité foncière, et donc souvent avec des règles plus favorables qui permettent de les rapprocher et donc de gagner en densité par rapport à la règle de l'article 7 qui oblige des reculs plus importants, et elle qui vient s'appliquer lorsqu'on est dans une instruction lot par lot. Donc, il y a un vrai enjeu d'instruction et de densité qui peut permettre de gagner des mètres carrés. Si on avait eu le temps aujourd'hui, j'aurais abordé un sujet toujours amusant, un peu complexe et intéressant, qui est la maîtrise de la servitude de cours commune, qui peut permettre de contourner les contraintes de l'article 7 et de l'instruction lot par lot en venant par une maîtrise de cette servitude de cours commune prévue dès le départ dans le permis à rapprocher des constructions, même si même si l'article 7 s'applique. C'est une technique très intéressante que j'expose en général dans la journée de formation continue et qui permet de gagner encore des mètres carrés dans le cas de permis de construire valant division. Donc, une autre technique de division, le permis de construire valant division, qui est une exception, c'est-à-dire que lorsqu'on est en permis de valant division, on n'a pas besoin de permis d'aménager, on n'a pas besoin de DP, c'est le permis de construire valant division qui fait office de division. Et ce permis a une caractéristique, pour clore sur ce permis, c'est qu'il a une pièce particulière qui est la pièce PC32, la pièce PC32 du formulaire CERFA, qui, elle, vient, la pièce PC32, vient caractériser les divisions qui sont effectuées au sein du permis de construire. Après avoir présenté les principales techniques de division du sol, il y en a d'autres, mais nous avons vu ici l'essentiel, présenter les notions essentielles. Il y a la question de la division de l'immeuble qui peut se poser. Ces divisions de l'immeuble, elles s'envisagent sous deux angles, qui peuvent être soit la copropriété verticale horizontale, soit la division en volume. Alors, sur la copropriété verticale horizontale, la distinction, la copropriété verticale, je la rappelle, tout le monde la connaît et l'imagine, c'est l'immeuble qui est divisé en lots de tantièmes de copropriété pour former des appartements, des lots, et on divise l'immeuble dans sa verticalité. Là, cette division se traduit par un état descriptif de division et un règlement de copropriété qui s'applique dans la hauteur. On peut parfaitement aussi appliquer cette technique de division en hauteur sur l'horizontalité, c'est-à-dire sur le sol, constitué sur le sol des lots de copropriété, avec, dans le règlement de copropriété, un droit à y édifier des constructions sur chaque lot. Ce qui fait qu'après, on ne vend plus des terrains, mais on vend des lots horizontales de copropriété avec un règlement de copropriété. C'est une technique qui peut avoir un intérêt, notamment pour avoir un groupe d'habitation, un groupe d'immeubles, ce qu'on appelle le permis de groupe, et donc de gagner aussi en densité. C'est des programmes qu'on voit souvent, par exemple, dans des zones de montagne, où il y a beaucoup de programmes immobiliers en copropriété horizontale. C'est des programmes qu'on voit en milieu urbain aussi, où on vient chercher une densification
avec une gestion complexe de l'immeuble qui permet de gérer cette horizontalité. Et là, il y a évidemment des parties communes qui peuvent être des équipements, des techniques, mais aussi des voiries qui sont remis à un syndic qui gère ces parties communes, finalement de la même manière qu'il gère les parties communes d'un immeuble. Et ce syndic va gérer l'ensemble. Il est intéressant, si on avait été sur une journée complète, j'aurais abordé la définition nouvelle de la copropriété. Elle est passionnante. Cette définition, elle a été reprise dans une nouvelle réglementation qui est l'ordonnance de 2019, qui a réformé la copropriété et qui a apporté quand même un petit terrain neuf dans sa définition, puisque si la copropriété était avant applicable d'ordre public à tout immeuble où il y avait des parties communes et des parties privatives, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la réglementation de la copropriété s'applique d'ordre public uniquement lorsqu'il y a un usage d'habitation ou un usage d'habitation et d'autres usages. Par contre, si on n'est pas sur l'usage d'habitation, la copropriété devient supplétive. On peut l'appliquer, mais on peut ne pas l'appliquer. On a le choix, lorsqu'on construit le programme immobilier, du choix du régime qu'on veut faire, qu'on veut mettre en œuvre sur son programme immobilier dès lors qu'on n'est plus en habitation. Et donc, on peut très bien mélanger, adapter la loi de 1965 à son programme immobilier, la mélanger aussi avec la volumétrie, qu'on va voir dans un instant, ce qui donne beaucoup de souplesse et beaucoup de capacité d'imagination, d'innovation dans le cadre des programmes immobiliers qui ne sont pas relatifs à l'usage d'habitation, et on voudrait adapter le régime de la copropriété, c'est-à-dire enlever par exemple ce qui est contraignant, conserver ce qui est positif, de la copropriété, le mélanger avec de la volumétrie, ce qui est extrêmement intéressant. Sur la dernière technique que je voulais voir avec vous, avant la série de questions, le temps des questions à intervenir, c'était la question de la division en volume. Là aussi, si on avait eu une journée complète, je vous l'aurais exposé de manière plus ample, mais sur cette technique de division en volume, elle est apparue d'abord par la pratique, elle n'était pas au départ définie dans le code, ni dans la loi. C'est le fait de découper l'espace finalement en 3 dimensions, hauteur, largeur, longueur, et avec des normes, souvent la norme NGR, eh bien, de découper des espaces, et on achète finalement, on vend de l'air, si je puis dire, puisqu'on achète cette surface, cet espace, dans ces dimensions, où on a un droit qui est un droit en pleine propriété. À la différence de la copropriété, on est en pleine propriété, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une indivision, on possède son bien en soi-même. Ce qui oblige mécaniquement à organiser entre ces pleines propriétés eh bien, des règles spécifiques tenant à l'application de servitudes pour pouvoir gérer les volumes entre eux au sein d'un même immeuble. Ça fonctionne extrêmement bien dès qu'on est en présence d'un immeuble complexe, avec notamment des ouvrages en tréfonds et des ouvrages en partie supérieure où se superposent des parkings en sous-sol, des parties en centre commercial, des usages de bureaux au-dessus. On permet d'avoir plusieurs volumes qui viennent séparer ces éléments sans obligatoirement avoir une copropriété qui s'applique. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on est en présence d'une division en jouissance? La jurisprudence qui s'est prononcée en 2007 a considéré que ce n'était pas le cas, qu'on n'était pas soumis au champ du lotissement dans l'hypothèse d'une division en volume. Alors, elle va poser plein de questions, cette division en volume, notamment est-ce que la division en volume peut entraîner une jouissance privative des lots et est-ce qu'elle pourrait quand même être considérée comme dans certaines hypothèses. Si on avait eu le temps, on aurait étudié la jurisprudence et on voit qu'il y a des cas où ça pourrait l'être. C'est très discutable, mais il faut savoir parfois distinguer bien ces hypothèses. Il y a la question de la division en volume.
de la gestion des parties communes qui se fait en général par une AFUL, une association foncière urbaine libre. Cette question, elle amène quid à ce moment-là, si on est en présence d'un volume qui appartient à une personne publique, est-ce que c'est possible? Est-ce que le bien relève toujours du domaine public de la personne publique ou est-ce qu'il rentre dans son domaine privé? Donc, c'est une question qui a amené pas mal de jurisprudence, fait couler pas mal d'encre auprès des juges. Aujourd'hui, est un peu résolu, et d'ailleurs, pas un peu, il est totalement résolu par une loi récente, dans la loi climat et résilience, où il y a une disposition spécifique qui a rendu compatible le régime de l'AFUL avec le domaine public. Donc, c'est une question qui est un petit peu derrière nous et aujourd'hui qui redonne de l'attrait à la volumétrie. Donc, toutes ces questions auraient pu être abordées de manière pleine et entière dans le cadre de l'information. Et en général, on termine sur une question spécifique relative à l'application de la TVA sur marge aux techniques de division, techniques de droit fiscal, comment on applique la TVA sur marge lorsqu'on est marchand de biens aux divisions. Un programme, vous voyez, extrêmement dense. On avait aujourd'hui, on n'a qu'une petite heure pour aborder toutes ces questions qui sont très importantes. J'ai essayé de vous en donner le maximum d'informations dans ce temps très contraint. Et si vous voulez, il nous reste un petit peu de temps pour aborder des questions. Et donc, ça serait avec plaisir, je peux tenter de répondre à ces questions dans la mesure du possible, si vous le souhaitez. Merci infiniment pour cette intervention, Maître Lubac, très, très détaillée. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, nous sommes dans un temps contraint et puis encore une fois, la formation que vous dispensez à nos côtés pourra répondre à toutes les questions qui se sont posées. Donc, je vais quand même en sélectionner quelques-unes. Au tout début de votre intervention, on nous a demandé si le PA était obligatoire en périmètre AC1 du Code de l'urbanisme ou seulement en covisibilité, selon le Code du patrimoine. En périmètre, j'ai pas entendu, ils ont dit quoi, AC1? Est-ce que le PA oui, et le est obligatoire en périmètre AC1? AC1. AC1 du Code de l'urbanisme. C'est le périmètre ou en covisibilité. À mon sens, on est dans la définition là, des périmètres spécifiques du permis d'aménager, qui sont à la fois sites remarquables, abords des monuments historiques, sites classés et instances de placement. Donc, si on rentre dans le champ de cette définition, je pense que le permis d'aménager, effectivement, devrait être obligatoire dans cette hypothèse-là. Il faudrait le regarder de manière précisément pour en regarder dans quel régime juridique rentre le périmètre ACA, que je ne peux pas vérifier comme ça de manière instantanée, mais oui, si ça bien rentre, sûr, non. à mon avis, la réponse est… Ok. Est-ce que la DP valant lotissement est la même chose que la DP valant division? Oui. Les deux termes sont… D'ailleurs, on dit plutôt DP valant division de manière courante. Voilà. Mais quand on remplit le formulaire SERPA, c'est le mot lotissement qui est, mais c'est la même chose. C'est la même chose. On peut utiliser la DP valant lotissement, DP valant division. C'est synonyme. C'est synonyme. D'accord. Il n'y a pas de différence. Quelqu'un nous dit qu'un géomètre lui avait dit que l'on ne pouvait pas vendre un lot à bâtir sous le régime de la copropriété. Et cette personne souhaiterait savoir si c'est effectivement le cas. Non, il n'y a pas d'interdiction. Un terrain à bâtir peut être vendu sous le régime de la copropriété. La seule interdiction qu'il pourrait y avoir, c'est si dans ce terrain à bâtir, il est dans un lotissement et que le règlement du lotissement interdit les copropriétés. C'est-à-dire s'il y a une clause dans le contrat de lotissement, dans le règlement de lotissement, qui l'interdit, ce qui arrive. Donc si c'est interdit, c'est un petit peu comme si vous achetez un immeuble et que il est interdit, le règlement de copropriété dit on peut faire que de l'habitation. Donc si on peut faire que de l'habitation, ben, on ne peut pas faire un commerce de bouche dans son appartement. Eh bien si le règlement du lotissement dit la copropriété est interdite,
on ne peut pas faire une copropriété. Mais si le règlement de lotissement ne l'interdit pas et qu'on est simplement sur un terrain à bâtir, on peut appliquer une copropriété horizontale sur un terrain à bâtir. La loi l'autorise. D'accord. Je vais prendre deux autres questions avant de terminer. Quelqu'un nous demande comment traiter un PCVD qui est devenu caduc sans que les travaux ne soient terminés. Ah, le permis de construire est devenu caduc, les travaux sont terminés. Les travaux ne sont pas terminés. Les travaux ne sont pas achevés. C'est extrêmement embêtant. La seule solution, c'est qu'il faut redéposer une autorisation d'urbanisme, parce que celle qui est caduque ne s'applique plus, donc elle n'autorise plus à exécuter des travaux. Donc si on vient à achever, à continuer à poursuivre les travaux sans une nouvelle autorisation d'urbanisme, c'est des travaux exécutés sans autorisation, donc c'est une infraction. Donc il est nécessaire de redéposer une autorisation. Toute la difficulté, c'est si les règles du PLU ont changé et ne permettent pas d'obtenir le même permis qu'on avait avant, par exemple en réduisant les droits à construire, il y aura une vraie difficulté juridique pour achever les constructions. Effectivement. Donc, une discussion à avoir avec la collectivité. Oui, effectivement. Et puis, dernière question que je vais vous poser durant cette séance. Est-ce qu'une DP de division est possible lorsqu'il y a une OAP sur l'unité foncière? Je pense que par OAP, on entend offre publique d'achat. Non, OAP, c'est une orientation d'aménagement. Autant pour moi. C'est pas grave. En fait, pour remettre la question dans son contexte, l'OAP, donc c'est dans le PLU, il y a une orientation d'aménagement qui prévoit que sur cette parcelle, il y aura un programme spécifique. Ça peut être, on dit, il y aura une OAP pour avoir de l'habitation collective, une OAP où il y aura un chemin, où il y aura une servitude ou un passage, n'importe quoi, qui est prévu un programme, on définit un programme, un pré-programme dans les règles d'urbanisme. Est-ce qu'on peut diviser? Le principe, c'est que il faut quand même, le principe, c'est la conformité. Donc, si les divisions qui sont projetées sont en contradiction complète avec l'OAP, il peut y avoir une décision d'opposition à l'OAP. Je rappelle que la question n'est pas tranchée. On ne peut pas affirmer les choses de manière très, très précise parce que la règle, c'est la conformité. C'est la compatibilité, excusez-moi, la compatibilité et non la conformité. C'est un regard plus souple. La réponse à la question va dépendre de quel est le degré de précision de l'OAP. Plus l'OAP est précise, plus elle s'imposera à vous. Des fois, il y a des OAP qui définissent un programme de manière assez floue. Et donc, finalement, il n'est pas très contraignant. Et plus ça va être précis, plus ça va être contraignant. Et donc, plus ça va être contraignant, plus ça va restreindre les possibilités d'avoir la liberté de diviser. Donc, effectivement, c'est opposable et ça va dépendre du degré de précision pour apprécier le caractère de compatibilité et d'opposition qu'il peut y avoir. Donc, oui, c'est opposable. Oui. Maître Lubac, je vous remercie encore infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous. Je rappelle effectivement que la prochaine session de la formation que vous animez sur le sujet se déroulera le 19 juin, soit à Paris, soit en distanciel. Donc, voilà, toutes les questions que vous avez pu nous poser au cours de ce webinaire et auxquelles nous n'aurions pas répondu auront des réponses à ce moment-là. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire, le Moniteur, très prochainement. Merci, Monsieur Lubac. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.